il existe un endroit dans l'univers où la lumière elle-même renonce à voyager. Un endroit où les lois que vous avez apprises à l'école cessent de fonctionner, où la matière se tord jusqu'à perdre toute signification, où le temps ralentit jusqu'à s'immobiliser dans un silence absolu. Cet endroit n'est pas une invention de romancier. Il est cartographié, mesuré, photographié. Il porte un nom que tout le monde connaît sans vraiment comprendre ce qu'il désigne. Et ce qui s'y cache pourrait bien détruire tout ce que vous croyez savoir sur la nature de l'existence. Mais avant d'y arriver, il faut commencer par une question plus simple en apparence, une question que personne ne pose parce qu'elle semble trop évidente pour mériter une réponse. Qu'est-ce que la réalité ? Vous vous réveillez chaque matin et le monde est là. Les murs de votre chambre, la lumière qui filtre à travers les rideaux, le poids de votre corps sur le matelas. Tout cela semble si naturel, si solide, si incontestablement présent que la question elle-même paraît absurde. La réalité est ce qui est là. Point final. Sauf que la physique du XXe siècle a découvert quelque chose de profondément troublant. La réalité n'est pas ce qui est là. La réalité est ce qui apparaît quand quelqu'un regarde. Et cette distinction, aussi subtile qu'elle puisse sembler formulée ainsi, a des conséquences si vertigineuses qu'il a fallu près d'un siècle pour que les scientifiques eux-mêmes commencent à les accepter. Tout commence dans un laboratoire de physique, au début du XXe siècle, avec une expérience si élémentaire qu'un élève de lycée pourrait la reproduire sur une table, et si dérangeante que les plus grands esprits de la planète n'ont toujours pas réussi à l'expliquer de manière satisfaisante. Imaginez un mur percé de 2 fentes étroites. Derrière ce mur, un écran capable d'enregistrer l'impact de particules individuelles. Vous prenez un canon à particules, des photons par exemple, ces grains élémentaires dont la lumière est faite, et vous les envoyez un par un vers le mur. Un seul photon à la fois. Pas un faisceau, pas un flux, un unique grain de lumière qui traverse le dispositif dans une solitude absolue. Vous répétez l'opération des milliers de fois. Et quand vous regardez l'écran, vous découvrez quelque chose qui n'a aucun sens. Les impacts ne forment pas 2 bandes correspondant aux 2 fentes, comme le feraient des balles tirées à travers 2 ouvertures. Ils forment un motif de franges alternées, des bandes lumineuses séparées par des zones sombres, un dessin que la physique ne connaît que dans un seul contexte, l'interférence entre 2 ondes. Quand 2 vagues se rencontrent sur la surface d'un lac, elles se renforcent là où leurs crêtes coïncident et s'annulent là où une crête rencontre un creux. Le motif sur l'écran est exactement celui-là, mais vous n'avez pas envoyé 2 ondes. Vous avez envoyé un seul grain de matière. Et ce grain, d'une manière que personne ne peut visualiser sans trahir les mathématiques, est passé par les 2 fentes en même temps. Un objet unique, à 2 endroits simultanément. Thomas Young avait déjà observé ce phénomène avec la lumière en 1801, mais à l'époque, on pouvait encore se rassurer en disant que la lumière était une onde et que les ondes font ce genre de choses. Le vrai choc est venu quand des physiciens ont répété l'expérience avec des électrons, puis avec des atomes, puis avec des molécules de plus en plus lourdes. En 1999, une équipe dirigée par Anton Zeilinger à Vienne a fait passer des fullerenes, des molécules composées de 60 atomes de carbone, à travers le dispositif. Ces objets sont assez gros pour être photographiés au microscope électronique, et ils ont produit le même motif d'interférence. 60 atomes de carbone, passant par 2 chemins à la fois, comme si la matière elle-même ne savait pas ce qu'elle était avant qu'on lui pose la question. Maintenant, ajoutez un détail. Placez un détecteur devant l'une des fentes. Ce détecteur ne bloque rien, ne touche rien, n'exerce aucune force sur la particule. Il se contente d'enregistrer par quelle fente elle passe. Relancez l'expérience. Le motif d'interférence disparaît. Les franges s'effacent. La particule se comporte désormais comme une bille classique, passant par une fente et une seule, frappant l'écran en face de l'ouverture qu'elle a traversée. Ce qui a changé n'est ni l'énergie, ni la trajectoire,
ni aucune grandeur physique mesurable. Ce qui a changé, c'est qu'une information existe désormais quelque part dans l'univers sur le chemin emprunté par la particule. L'existence même de cette information suffit à transformer le comportement de la matière. Le photon ne répond pas à une force, il répond à un savoir. Arrêtez-vous un instant sur cette idée. Le sol sous vos pieds est constitué de particules qui obéissent à cette règle. L'écran devant vos yeux, l'air dans vos poumons, les molécules d'eau dans votre sang, tout ce qui compose votre monde est fait d'objets qui ne se fixent dans un état défini que lorsque quelque chose les observe. En ce moment même, ils sont définis pour une seule raison. Vous êtes là. Votre présence, votre observation, votre conscience qui traite l'information en provenance de l'environnement, c'est ce qui donne à la matière la permission de devenir quelque chose de précis plutôt que de rester suspendu dans un brouillard de possibilités. Pendant des décennies, les physiciens ont essayé de contourner cette conclusion. Ils ont proposé que le détecteur exerçait une interaction physique subtile, un échange d'énergie trop faible pour être mesuré, mais suffisant pour perturber la particule. C'était une explication rassurante. Elle permettait de garder le monde solide, prévisible, indépendant de celui qui le regarde. Et puis, en 1982, un physicien du nom de Marlon Scully a conçu une expérience qui a détruit cet échappatoire. La question de Scully était d'une simplicité presque enfantine. Si la particule change de comportement quand une information sur son trajet existe, que se passe-t-il si on efface cette information après que la particule a déjà traversé les fentes? L'événement était terminé. Le grain de matière a voyagé, il a frappé l'écran, tout était fini. Scully voulait savoir si la suppression de l'enregistrement modifierait ce qui s'était déjà produit. En 1999, Yoon Ho Kim a construit le dispositif expérimental. La réponse a brisé quelque chose de fondamental dans notre compréhension du monde. Quand l'information sur le chemin emprunté était effacée après le voyage complet de la particule, le motif d'interférence réapparaissait. Les franges revenaient, la particule se comportait rétroactivement comme si elle était passée par les deux fentes simultanément. Non pas parce que quelqu'un avait modifié le passé, mais parce que l'information sur le passé avait été retirée du présent. Le registre avait disparu, et la particule agissait comme si elle n'avait jamais fait de choix. Pensez à ce que cela signifie. Le passé que vous considérez comme gravé dans la pierre, comme une séquence d'événements irrévocablement accomplis, n'est pas aussi fixe que vous le croyez. Ce qui s'est passé dépend de l'information qui existe maintenant. Le présent ne se contente pas de suivre le passé. Le présent redéfinit le passé en fonction de ce qui est connu, accessible, enregistré. L'expérience porte un nom, l'effaceur quantique. Elle a été reproduite dans des dizaines de laboratoires à travers le monde. Ses résultats ne sont contestés par personne. Et ce qu'elle révèle sur la nature de la réalité dépasse tout ce que la philosophie avait osé imaginer en 3 millénaires de spéculation. Si cette vidéo vous captive, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner, cela compte énormément pour nous. Mais l'effaceur quantique n'était que le 2e acte d'une pièce en 5 actes. Le 3e est encore plus déstabilisant, et il porte la signature d'un homme dont le nom revient comme un leitmotiv dans l'histoire de la physique moderne. John Archibald Wheeler n'était pas un penseur marginal. C'est lui qui a inventé le terme « trou noir ». Il a travaillé sur le projet Manhattan. Il a dirigé la thèse de Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle. Et en 1978, il a proposé une expérience de pensée si troublante qu'il a fallu 30 ans avant que la technologie permette de la réaliser. L'idée était d'une élégance cruelle. Prenez le dispositif à double fente, mais retardez la décision. Ne choisissez pas de mesurer le chemin de la particule avant qu'elle ait traversé les fentes. Laissez-la entrer dans l'appareil, traverser le dispositif, accomplir tout son voyage. Et seulement après, une fois l'événement terminé, décidez si vous voulez savoir par quelle fente elle est passée. Actionnez un interrupteur. Si vous choisissez de mesurer, la particule se comporte comme une bille.
une fente, un chemin, un impact net. Si vous choisissez de ne pas mesurer, elle se comporte comme une onde. Deux fentes, interférences, motif de frange. La décision que vous prenez dans le présent détermine ce que la particule a fait dans le passé. Le présent atteint le passé et le réécrit. En 2007, Vincent Jacques et son équipe ont construit le dispositif avec des photons individuels et des commutateurs optiques ultra rapides. Ils ont confirmé exactement ce que Wheeler avait prédit. Le comportement du photon au niveau des fentes, un événement qui s'était déjà produit au moment où l'interrupteur était actionné, changeait en fonction d'un choix fait après coup. En 2015, une équipe australienne a reproduit l'expérience avec des atomes d'hélium, des objets bien plus lourds et plus complexes que des photons. Même résultat. La masse n'avait aucune importance. Le délai n'avait aucune importance. Le présent réécrivait le passé à chaque fois, sans exception. Ce n'est plus une bizarrerie de la physique des particules. C'est une affirmation sur la nature du temps lui-même. Vous traitez le passé comme quelque chose de réglé, d'archivé, de définitif. Ce qui s'est passé hier est passé. L'expérience de Wheeler dit le contraire. Le passé ne se finalise pas tant que le présent n'a pas décidé ce qu'il veut en savoir. Le passé n'est pas un fait. C'est un brouillon qui se réécrit chaque fois qu'une nouvelle information entre en jeu. 3 expériences. La double fente dit que la réalité répond à l'observation. L'effaceur quantique dit qu'elle répond à l'information, même de manière rétroactive. Le choix retardé de Wheeler dit que le passé lui-même reste ouvert tant que le présent n'a pas tranché. Chacune plus vertigineuse que la précédente. Mais toutes 3 partagent une limite derrière laquelle on pouvait encore se réfugier. Elles impliquent des particules individuelles, des objets microscopiques enfermés dans des laboratoires. La prochaine expérience supprime ce rempart. Elle a valu un prix Nobel à ceux qui l'ont mené à son terme. En 1964, un physicien irlandais du nom de John Stuart Bell s'est assis à son bureau avec un crayon et une feuille de papier et a démontré quelque chose qui aurait dû mettre fin à toute illusion de confort concernant la nature de l'univers. Il n'avait pas besoin d'un laboratoire. Il avait besoin d'algèbre. Le dispositif implique 2 particules créées ensemble lors d'un même événement, liées par une propriété appelée intrication quantique. Vous les envoyez dans des directions opposées. Elles voyagent loin l'une de l'autre à des kilomètres de distance. Puis, vous mesurez une propriété de l'une. À l'instant même où vous le faites, l'autre particule, peu importe la distance qui les sépare, affiche le résultat corrélé. Pas après un délai, pas après qu'un signal ait eu le temps de voyager, instantanément, comme si la distance n'existait pas. La réaction naturelle est de supposer que les particules s'étaient mises d'accord sur leur réponse avant de se séparer, comme 2 pièces truquées programmées pour tomber du même côté. Bell a prouvé mathématiquement que cette explication est impossible. Son théorème démontre qu'aucun jeu d'instructions cachées transportées par les particules ne peut reproduire les corrélations que les expériences observent effectivement. Les chiffres sont trop forts. Ils violent une inégalité précise que tout système préprogrammé doit respecter. En 1982, Alain Aspect a testé cela expérimentalement à Orsay, près de Paris. Les résultats correspondaient aux prédictions quantiques et violaient l'inégalité de Bell. Pas d'instructions cachées. En 2022, Zeilinger, Closer et Aspect ont reçu le prix Nobel de physique pour avoir fermé toutes les échappatoires connues. 2 particules séparées par n'importe quelle distance réagissent l'une à l'autre instantanément. Sans signal, sans force, sans aucun mécanisme de communication connu. La corrélation n'est pas transmise à travers l'espace. Elle existe comme si l'espace entre elles n'était pas réel. 4 expériences. La réalité ne se fixe dans un état qu'une fois observée. Elle répond à l'information, pas à la force physique. Le passé n'est pas verrouillé. Et la distance est une suggestion que l'univers ignore quand il le souhaite.
Ce corpus de prédiction est le plus testé de toute l'histoire de la science. Il n'a jamais été pris en défaut. Et sous ces 4 résultats, une variable revient sans cesse, comme un fil rouge tissé dans la trame de chaque découverte. L'information. La particule répond à l'existence d'une information. L'effaceur fonctionne en supprimant une information. Wheeler dépend du moment où une information est créée. Les particules de Bell partagent une information sans tenir compte de l'espace. Mais qu'est-ce que l'information ? Est-ce simplement un outil comptable, une abstraction humaine pour organiser des données ? Ou est-ce quelque chose de physique, quelque chose qui possède un poids, une réalité matérielle ? Au début des années 60, un chercheur d'IBM a répondu à cette question, et sa réponse a tout changé. Rolf Landauer travaillait sur les premiers circuits à transistors. Il ne réfléchissait pas à la nature profonde de l'univers. Il réfléchissait à la chaleur. Ses ordinateurs surchauffaient, et il voulait comprendre pourquoi. La réponse qu'il a trouvée n'avait rien à voir avec le câblage ou la tension électrique. Elle avait à voir avec le lien fondamental entre l'information et l'univers physique. Landauer a démontré que chaque fois qu'on efface un seul bit d'information, une quantité minimale de chaleur est libérée dans l'environnement. Pas à cause de la friction, pas à cause de la résistance électrique, parce que l'effacement d'une information est un événement thermodynamique. La formule est kT multipliée par le logarithme naturel de 2, où K est la constante de Boltzmann, et T la température. Le nombre est infime. Pour un bit à température ambiante, la chaleur produite est presque trop faible pour être mesurée. Mais elle n'est pas nulle. Et elle ne peut être réduite en dessous de cette limite par aucune technologie, aucune ingéniosité, aucune percée future. C'est une loi de la nature. Pendant 50 ans, ce résultat est resté théorique. Puis en 2012, Antoine Berru et son équipe à l'École normale supérieure de Lyon l'ont mesuré directement. Ils ont piégé une bille microscopique dans un potentiel à double puits et ont effacé son information de position. La chaleur produite correspondait exactement à la prédiction de Landauer. L'information n'est pas une métaphore, ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas une façon commode de parler de choses qui sont vraiment faites d'atomes. L'information obéit aux lois de la thermodynamique. Elle produit de la chaleur quand on la détruit. Elle est physique. Revenez maintenant aux 4 expériences. La particule répond à l'information. L'effaceur inverse la réalité en effaçant une information. Wheeler dépend du moment où une information est créée. Les particules de Bell partagent une information à travers l'espace. Et Landauer a prouvé que l'information est une quantité physique soumise aux mêmes lois qui gouvernent les moteurs et les objets en chute libre. Cela change la question. Si la réalité répond à l'information et que l'information est physique, alors l'information n'est pas une description de la réalité. Elle en est la matière première, la substance fondamentale, le tissu dont tout le reste est fait. Un physicien l'a dit explicitement, 2 mots. 2 mots qui renversent toute la hiérarchie de ce qui est fondamental et de ce qui ne l'est pas. It from bit. Le bit engendre la chose. John Wheeler, encore lui, l'homme qui a nommé les trous noirs, qui a contribué à construire la bombe atomique, qui a formé Feynman, est arrivé à cette conclusion après une carrière qui a touché chaque branche majeure de la physique du XXe siècle. Il a regardé les preuves et il a parlé clairement. Le bit vient en premier. La chose physique vient en second. Chaque particule, chaque champ, chaque force que vous avez jamais rencontrée est, au fond, fait d'informations. Pas décrit par elle, fait d'elle. On vous a enseigné le contraire toute votre vie. On vous a dit que l'univers est fait de matière et que l'information est quelque chose que les humains ont inventé pour parler de la matière. Une étiquette. Un système de classement. Wheeler a inversé cette hiérarchie. La matière est ce que vous obtenez quand l'information s'organise en un schéma stable. L'atome n'est pas le fondement.
le bit l'est. En 2003, Seth Lloyd, physicien au MIT, a traité cette idée comme un problème d'ingénierie. Si l'univers est un ordinateur, il tourne depuis 13,8 milliards d'années. Il dispose d'un budget énergétique total. Il possède une vitesse d'horloge minimale déterminée par le temps de Planck, la plus petite unité de temps ayant une signification physique, environ 5,39 fois 10 puissance moins 44 secondes. On peut calculer combien d'opérations il a effectuées. La réponse est 10 puissance 120. Ce n'est pas une métaphore. C'est un nombre dérivé de constantes mesurées. L'univers n'est pas comparable à un ordinateur. Il en est un. Chaque particule que vous percevez est un résultat de ce traitement. Votre main se pose sur une table. Vous sentez la solidité. Vous sentez le bois résister. Mais votre peau ne touche jamais la surface. Les atomes de vos doigts et les atomes de la table sont séparés par un espace que rien ne franchit. Ce que vous ressentez, c'est la répulsion électromagnétique entre des nuages d'électrons. La sensation de dureté est un signal que votre système nerveux construit à partir d'un motif de force. Vous n'avez jamais touché quoi que ce soit de votre vie. Vous n'avez reçu que des informations sur les choses. Non. Si l'information est la substance fondamentale et non la description, elle doit avoir des limites. Un disque dur a une capacité maximale. Si l'univers fonctionne sur des données, il doit exister un plafond, une quantité maximale d'informations que toute région de l'espace peut contenir. En 1973, un étudiant en thèse a trouvé ce plafond dans le dernier endroit où quiconque s'attendait à le découvrir. Jacob Bekenstein étudiait les trous noirs. Un trou noir est l'objet le plus simple que la physique ait jamais décrit. Il possède 3 propriétés, masse, charge, spin. Tout ce qui franchit l'horizon des événements, chaque livre, chaque planète, chaque particule, est réduit à ces 3 nombres. Bekenstein voulait savoir quelle quantité d'informations un trou noir pouvait stocker. La réponse aurait dû être intuitive. Plus de volume, plus de stockage. C'est ainsi que fonctionne tout contenant. Un entrepôt contient plus qu'un placard. Mais quand Bekenstein a fait les calculs, la réponse est revenue différente de toute attente. L'information maximale dans une région de l'espace n'est pas déterminée par le volume. Elle est déterminée par la surface de la frontière qui l'entoure. Chaque pièce dans laquelle vous vous êtes tenu a une limite d'information. Chaque planète, chaque étoile. Et dans chaque cas, cette limite est inscrite à l'extérieur, pas à l'intérieur. La frontière détermine ce qui peut exister à l'intérieur et non l'inverse. Stephen Hawking est arrivé au même résultat par un chemin différent, 1 an plus tard. Il a prouvé que les trous noirs rayonnent. Ils émettent des particules à un rythme lié à la surface de leur horizon des événements. L'information ne s'échappe pas de l'intérieur, elle filtre à travers la surface. 2 physiciens, 2 méthodes, une seule conclusion. Les données qui définissent un volume d'espace ne sont pas stockées dans le volume. Elles sont encodées sur la surface qui l'enveloppe. Vous êtes assis dans une pièce. Vous voyez de la profondeur. Vous percevez la distance entre votre corps et le mur du fond. 3 dimensions s'ouvrent autour de vous. Mais chaque bit d'information qui constitue cet espace est inscrit sur une frontière à 2 dimensions. La profondeur n'est pas stockée à l'intérieur de la pièce. Elle est calculée à partir de données planes. Les 3 dimensions que vous percevez sont générées à partir de quelque chose qui n'en a que 2. Vous êtes à l'intérieur d'une projection qui vous a convaincu qu'elle possède de la profondeur. Si les données vivent sur une surface plane tandis que vous percevez du volume, alors le volume n'est pas fondamental. Il est un rendu, un résultat calculé. La question devient, qu'est-ce qui lie les données planes et produit l'espace tridimensionnel? Cette question a une réponse, et elle a été démontrée avec autant de rigueur que n'importe quel résultat dans l'histoire de la physique. En 1993, Gerard 't Hooft a pris le résultat de Bekenstein et l'a suivi jusqu'à sa conclusion logique.
Si l'information vit sur des surfaces et détermine entièrement ce qui se passe dans le volume qu'elle enclôt, alors l'univers tridimensionnel est équivalent à un ensemble de données bidimensionnelles. Chaque objet, chaque distance, chaque direction est généré à partir de données planes, de la même manière qu'un hologramme transforme un film plat en profondeur. Leonard Susskind a formalisé cette idée en 1995, lui donnant un nom qui résonne depuis dans toute la physique théorique, le principe holographique. Pendant quelques années, on pouvait encore le considérer comme une curiosité théorique, une reformulation élégante qui ne correspondait peut-être à rien de concret. En 1997, Juan Maldacena a rendu cette esquive impossible. Maldacena avait 29 ans. Il a publié un seul article qui est devenu le plus cité de l'histoire de la physique théorique. Plus de 20 000 citations. Ce qu'il a prouvé n'était pas une hypothèse, c'était une équivalence mathématique. Un espace à 5 dimensions contenant la gravité est exactement identique à une surface à 4 dimensions sans gravité. Pas approximativement. Exactement. Chaque équation dans la description de plus haute dimension se traduit parfaitement dans celle de plus basse dimension. Chaque question posée dans l'espace avec profondeur a une réponse identique sur la surface plane. 2 descriptions avec des dimensions différentes, des forces différentes, des géométries différentes, et elles décrivent le même système. Ce n'est pas un énoncé sur ce à quoi la réalité ressemble. C'est une démonstration de ce que la réalité est. Un univers avec profondeur est mathématiquement indistinguable d'une surface plane sans profondeur. Aucune des 2 versions n'est plus vraie que l'autre. La pièce dans laquelle vous vous trouvez n'a pas de profondeur fondamentale. La distance entre vos yeux et le mur n'est pas un vide rempli d'espace. C'est une valeur dérivée de données sur une frontière. Si vous pouviez lire cette frontière, vous verriez un motif plat. Pas de volume, pas de distance. Le monde tridimensionnel est ce à quoi ce motif plat ressemble vu de l'intérieur. Mais une projection nécessite un mécanisme. Des données sur une surface ne s'assemblent pas spontanément en expérience tridimensionnelle. Quelque chose tisse l'information plane pour créer l'espace dans lequel vous vous déplacez. Et ce quelque chose s'avère être un phénomène que vous connaissez déjà, que vous avez rencontré quelques minutes plus tôt dans ce récit. L'intrication quantique, 2 particules créées lors d'un même événement, envoyées dans des directions opposées, corrélées à travers n'importe quelle distance sans aucun signal entre elles. Bell l'a prouvé mathématiquement. Asbest l'a confirmé expérimentalement. Zeilinger a fermé les dernières échappatoires et collecté un prix Nobel. Quand vous avez appris cela, il y a quelques instants, cela ressemblait à une propriété étrange des objets quantiques, troublante mais contenue, limitée au monde des particules subatomiques. Ce n'est pas contenu du tout, c'est le mécanisme qui construit l'espace dans lequel vous êtes assis en ce moment même. En 2010, Mark van Ramsdonck a utilisé le cadre théorique de Maldacena pour poser une question dont la réponse a bouleversé la compréhension de l'espace-temps. Que se passe-t-il quand on réduit l'intrication entre 2 régions? L'espace, entre elles, s'étire. Réduisez-la davantage et l'espace s'étire encore. Supprimez-la entièrement et l'espace ne se contente pas de s'agrandir, il se déchire. Les 2 régions ne sont plus connectées, ne font plus partie de la même géométrie. La distance entre elles n'est pas grande, elle est indéfinie, il n'y a plus d'entre-deux. L'intrication ne se produit pas à l'intérieur de l'espace. L'intrication est ce dont l'espace est fait. En 2013, Susskind et Maldacena ont franchi un pas supplémentaire en démontrant qu'une paire de particules intriquées et un trou de verre sont le même objet. Un trou de verre relie 2 points distants de l'espace-temps. Une paire intriquée corrèle 2 particules indépendamment de la distance. Ce ne sont pas 2 phénomènes, c'est un seul. L'équation porte un nom élégant, ER égale EPR. 2 articles qu'Einstein a publiés la même année, en 1935, sur ce qu'il croyait être des sujets sans rapport, se sont révélés décrire exactement la même chose.
La distance entre votre corps et le mur le plus proche existe parce que les particules de votre peau et les particules du plâtre partagent un degré d'intrication. Cette intrication génère la relation spatiale. Affaiblissez-la et le mur dérive. Rompez-la et le mur ne s'éloigne pas. Le concept même d'éloignement cesse de s'appliquer. Vous avez perdu l'espace. Il n'est pas fondamental. C'est une projection issue de données planes, cousues ensemble par l'intrication. Mais l'espace n'est que la moitié de la scène sur laquelle votre vie se déroule. L'autre moitié est le temps. Vous vieillissez, le café refroidit, les souvenirs se forment dans une seule direction. Le temps semble être la chose la plus réelle que vous possédiez, l'axe le long duquel votre existence tout entière se déploie. L'équation la plus profonde de la physique dit qu'il n'existe pas. En 1967, Bryce DeWitt et John Wheeler ont écrit l'équation qui était censée unifier la gravité et la mécanique quantique. La relativité générale gouverne l'infiniment grand, la mécanique quantique gouverne l'infiniment petit. Les deux sont impeccables dans leur propre territoire. Aucune ne survit dans le territoire de l'autre. Pendant des décennies, les physiciens ont cherché une équation unique contenant les deux. DeWitt et Wheeler l'ont trouvée. Et elle avait un problème que personne n'a résolu en plus de 50 ans. Il n'y a pas de variable pour le temps dans l'équation. Pas parce qu'ils l'ont oublié, pas parce qu'ils ont simplifié. L'équation décrit l'état quantique de l'univers entier. Et dans cette description, le temps est absent. Pas d'avant, pas d'après, pas de flux. L'équation la plus complète que nous possédions pour décrire la réalité ne reconnaît pas l'existence du temps. Vous le sentez pourtant en ce moment même, en lisant ces mots les uns après les autres. Vous vous souvenez d'il y a 10 secondes. Vous anticipez les 10 secondes à venir. Votre café refroidit, vos cellules se divisent et meurent. Chaque expérience que vous avez vécue se dispose sur une ligne allant du passé vers le futur, et cette ligne semble aussi solide que le sol. Mais vous savez ce qui est arrivé au sol. C'est une projection maintenue par l'intrication. La solidité était un signal. L'équation de Wheeler-DeWitt dit la même chose à propos du temps. La ligne du passé au futur n'est pas une propriété de l'univers. C'est quelque chose que l'univers génère pour les observateurs qui ne peuvent pas voir l'image complète. Cette perte frappe différemment de la perte de l'espace. Vous pouvez accepter que la profondeur soit une projection. Vos yeux vous jouent et vous jouent des tours, vous le savez. Les illusions d'optique existent. L'espace calculé semble étrange mais supportable. Le temps, c'est différent. Le temps est l'endroit où votre vie se déroule. Vos souvenirs habitent le passé. Vos projets vivent dans le futur. Votre identité dépend de la séquence qui va d'hier à aujourd'hui à demain. Si le temps n'est pas réel au niveau le plus profond, alors la séquence de votre vie n'est pas un fait concernant l'univers. C'est une sensation générée par quelque chose d'autre. Carlo Rovelli, l'un des fondateurs de la gravité quantique à boucle, a passé des années à travailler sur cette question. Pourquoi quelque chose qui n'existe pas au niveau fondamental semble-t-il si réel vu de l'intérieur? Sa réponse se connecte à la variable qui a été présente sous chaque résultat depuis le début de cette exploration. L'information. En 1994, Rovelli et le mathématicien Alain Kohn ont publié l'hypothèse du temps thermique. Elle part d'un constat que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez jamais examiné. Vous ne pouvez pas voir chaque particule dans la pièce où vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas suivre chaque atome d'air, chaque photon rebondissant entre les surfaces, chaque état quantique de chaque électron dans les murs. Ce que vous percevez est un résumé, une moyenne, une image lissée d'un système contenant plus de données que vous ne pourriez en traiter en 1 milliard de vies. Rovelli soutient que c'est de là que vient le temps. Quand vous manquez d'informations complètes sur un système, vous le décrivez avec des probabilités, vous attribuez des vraisemblances à des états que vous ne pouvez pas observer directement. Et la mathématique de ce processus produit quelque chose,
Un paramètre qui ordonne les états du plus probable au moins probable. Ce paramètre s'écoule, il possède une direction, il distingue le passé du futur, et il n'apparaît que parce que votre information est incomplète. Vous ressentez cela chaque fois que vous touchez une tasse chaude. La chaleur n'est pas fondamentale. La tasse contient des billions de molécules se déplaçant à des billions de vitesses différentes. Vous ne pouvez pas sentir chacune d'entre elles individuellement. Ce que vous sentez, c'est leur énergie cinétique moyenne. La température est réelle pour vous, mais elle n'existe pas au niveau des molécules individuelles. C'est une conséquence d'un accès limité à l'information. Le temps fonctionne de la même façon. Vous expérimentez un flux du passé vers le futur parce que vous ne pouvez pas voir le système dans son intégralité. Si vous pouviez suivre chaque particule, chaque intrication, chaque corrélation simultanément, le flux s'arrêterait. Le passé et le futur se dissoudraient en une structure statique. Exactement ce que l'équation de Wheeler-DeWitt décrit. Le temps n'est pas une rivière qui vous emporte. C'est ce à quoi la rivière ressemble quand vous ne pouvez pas voir toute l'eau en même temps. L'espace est une projection calculée à partir d'informations. Le temps est une expérience produite par un accès incomplet à l'information. La pièce, autour de vous, et l'instant dans lequel vous vivez sont tous deux générés par des données et façonnés par la quantité que vous pouvez en percevoir. Vous êtes un observateur à l'intérieur d'une architecture faite d'informations. Et cette architecture possède des réglages, des constantes, des nombres qui déterminent si les étoiles se forment, si les atomes tiennent ensemble, si quoi que ce soit existe. Ces nombres sont ajustés avec une précision qui ne devrait pas être possible. La constante gravitationnelle détermine avec quelle force la matière attire la matière. Elle contrôle si les nuages de gaz s'effondrent pour former des étoiles ou se dispersent dans le néant. Augmentez-la d'une partie sur 10 puissance 60, et chaque étoile brûle trop intensément et meurt trop vite pour que des planètes se forment. Diminuez-la de la même fraction, et la matière ne s'agglomère jamais. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de chimie. Le nombre se tient sur le fil d'un rasoir large de 60 décimales. La force nucléaire forte maintient les protons et les neutrons ensemble à l'intérieur des noyaux atomiques. Elle détermine quels éléments peuvent exister. Déplacez-la vers le haut d'0,5% et l'hydrogène fusionne trop facilement. Chaque atome de l'univers primitif se convertit en hélium avant que quoi que ce soit d'intéressant ne se produise. Déplacez-la vers le bas d'0,5% et le deutérium est instable. La chaîne de fusion qui construit les éléments lourds à l'intérieur des étoiles se brise au premier maillon. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de vous. En 1953, Fred Hoyle travaillait sur la manière dont les étoiles forgent des éléments lourds à partir d'éléments légers. Il avait besoin que le carbone existe. Sans lui, la chaîne d'éléments menant à la vie ne peut pas se former. Mais la physique disait que le carbone ne devrait pas être produit en quantité utile. Les probabilités étaient trop faibles. Hoyle a fait une prédiction que ses collègues ont trouvée absurde. Il a dit qu'il devait exister un niveau d'énergie spécifique dans le noyau de carbone 12 qui augmente dramatiquement la production de carbone. Il l'a prédit non pas à partir de la théorie, mais à partir du fait que nous existons. Nous sommes faits de carbone. Par conséquent, la résonance doit exister. William Fowler l'a testé à Caltech. La résonance était exactement là où Hoyle l'avait prédite, exactement à l'énergie nécessaire pour rendre le carbone abondant. Hoyle a utilisé sa propre existence comme point de données pour prédire un résultat de physique nucléaire, et c'était correct. Il a dit plus tard que rien n'avait autant ébranlé son athéisme que cette découverte. Le nombre ressemblait à quelque chose qui avait été placé là délibérément. Une constante ajustée à 60 décimales. Une autre à 3 chiffres significatifs. Une résonance nucléaire positionnée exactement là où elle doit être pour que vous existiez. Vous pourriez appeler cela une coïncidence. Le prochain nombre rend cela très difficile à soutenir. L'espace vide n'est pas vide,
La théorie quantique des champs dit que le vide grouille d'énergie. Des particules apparaissent et disparaissent sur des échelles de temps trop courtes pour être mesurées. Cette énergie pousse l'espace vers l'extérieur, gonflant l'univers de l'intérieur. Les physiciens peuvent calculer combien d'énergie du vide il devrait y avoir. Ils additionnent les contributions de chaque champ quantique et obtiennent un nombre. Puis ils le comparent à la valeur réellement observée. Les deux nombres sont en désaccord d'un facteur de 10 puissance 120. C'est le plus grand écart entre prédiction et observation de toute l'histoire de la science. La théorie dit que le vide devrait contenir assez d'énergie pour déchirer chaque atome instantanément. L'observation dit qu'elle est presque nulle. Presque, mais pas tout à fait. Un résidu infime, si petit qu'il a fallu attendre 1998 pour le détecter. Cette année-là, Saul Perlmutter et Adam Riess ont découvert indépendamment que l'expansion de l'univers accélère. L'accélération est alimentée par ce minuscule résidu d'énergie du vide. Et cette valeur est ajustée à 120 décimales. Imaginez un cadran avec des graduations allant de 0 à 10 puissance 120. L'univers ne fonctionne que si le cadran est positionné sur un nombre spécifique. Tournez-le d'un cran vers le haut et l'espace se dilate si vite que rien ne se forme. Un cran vers le bas et l'univers s'effondre avant qu'une seule étoile ne s'allume. Une seule valeur sur 10 puissance 120 possibilités permet l'existence de galaxies, d'étoiles, de planètes et de vous. Steven Weinberg avait prédit en 1987 que cette constante serait extrêmement petite mais non nulle. Une valeur exactement nulle nécessiterait sa propre explication. Une valeur importante empêcherait l'existence d'observateurs. 11 ans plus tard, Perlmutter et Riess ont trouvé précisément cela. Petite, non nulle. Exactement dans la fenêtre qui permet un univers assez complexe pour se demander pourquoi. Deux constantes ajustées à 60 et 120 décimales, une résonance nucléaire positionnée avec une précision chirurgicale. Vous êtes à l'intérieur d'un système dont les paramètres ne devraient que pas survenir par hasard. Et la seule explication qui pourrait sauver le hasard ne tient pas debout. L'échappatoire standard est le multivers. Un nombre infini d'univers, chacun avec des constantes différentes, et nous nous trouvons par hasard dans celui qui fonctionne. Nous voyons un ajustement fin parce que seul un univers ajusté produit des observateurs pour le remarquer. Cela ressemble à une solution. Ce n'en est pas une. Le multivers ne peut pas être observé. Aucun télescope, aucune expérience ne peut détecter un autre univers. Il ne peut pas être testé. Il ne peut pas être réfuté. Et le problème va plus loin que la testabilité. Le mécanisme qui génère de multiples univers nécessite ses propres paramètres. L'inflation éternelle requiert des conditions initiales spécifiques. Le paysage de la théorie des cordes contient 10 puissance 500 vides possibles, mais le mécanisme de sélection est inconnu. Vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez caché la boîte verrouillée à l'intérieur d'une boîte verrouillée plus grande. Roger Penrose a calculé la probabilité que notre univers surgisse par hasard. Une chance sur 10, puissance 10, puissance 123. Il faudrait plus de zéros pour écrire ce nombre qu'il n'y a de particules dans l'univers observable. Même un ensemble infini d'univers aléatoires ne rend pas cela confortable, parce que l'espace des configurations possibles est plus vaste que tout concept de grandeur que votre cerveau peut contenir. Le seul mécanisme qui était censé expliquer une partie de l'ajustement s'est effondré. Le boson de Higgs a une masse de 125 milliards d'électronvolts. Les corrections quantiques devraient trépousser cette masse 15 ordres de grandeur plus haut. Quelque chose la maintient basse. Pendant 40 ans, l'explication était la supersymétrie, un cadre théorique prédisant des particules partenaires pour chaque particule connue. Le grand collisionneur de Hadrons a fonctionné pendant 13 ans pour les trouver. 3 campagnes de mesure, des billions de collisions aux énergies les plus élevées jamais produites. Il a trouvé le Higgs. Il n'a rien trouvé d'autre. Pas de partenaire, pas de supersymétrie, pas d'explication. Les paramètres sont fixés.
Les issues de secours sont fermées. Vous êtes à l'intérieur d'une architecture ajustée au-delà de tout compte du hasard, et aucun cadre théorique connu ne peut dire pourquoi. Il reste un dernier endroit où chercher, pas vers l'extérieur, vers l'univers, vers l'intérieur, vers la structure même de la connaissance. En 1931, un mathématicien de 25 ans à Vienne a publié un article qui a détruit les fondations de son propre domaine. Kurt Gödel était silencieux, méticuleux, terrifié à l'idée de commettre des erreurs. Il vérifiait son travail de manière obsessionnelle. Et ce que son travail a montré, c'est que le projet au cœur des mathématiques du début du XXe siècle, l'effort pour placer l'ensemble du savoir sur un socle solide et démontrable, était impossible. Gödel a prouvé que dans tout système formel suffisamment puissant pour décrire l'arithmétique de base, il existera toujours des énoncés qui sont vrais mais ne peuvent pas être démontrés à l'intérieur du système. Pas parce que la démonstration est difficile à trouver, pas parce que les mathématiciens ne sont pas assez intelligents, parce que la structure du système l'interdit. La limitation n'est pas dans les personnes travaillant sur le problème, elle est dans le problème lui-même. Ce n'est pas une technicité. L'arithmétique est la colonne vertébrale de chaque calcul, chaque modèle, chaque simulation, chaque théorie physique jamais écrite. Si le langage que la physique utilise pour décrire la réalité possède des angles morts intégrés, alors la description de la réalité possède les mêmes angles morts. Il existe des vérités sur l'univers qui ne peuvent être dérivées d'aucun ensemble d'axiomes, aussi complet que cet ensemble puisse paraître. Vous avez passé un long moment à apprendre que la réalité est faite d'informations, que l'espace et le temps sont générés par cette information, et que les paramètres du système sont fixés avec une précision impossible. La question naturelle est « pourquoi ? Pourquoi ces constantes ? Pourquoi cette architecture ? Pourquoi quoi que ce soit plutôt que rien ?» La réponse de Gödel n'est pas que la question est trop difficile. Sa réponse est que certains énoncés vrais concernant un système ne peuvent pas être atteints depuis l'intérieur de ce système. Vous êtes à l'intérieur du système. Vous êtes fait de la même information sur laquelle le système fonctionne. Et la démonstration dit que votre position à l'intérieur vous bloque définitivement l'accès à certaines vérités. Cela pourrait sembler un inconvénient mineur. Quelques angles morts dans un tableau par ailleurs clair. Les mathématiques sont belles. Les expériences fonctionnent. Les modèles prédisent. Qu'importe s'il reste une poignée de questions éternellement ouvertes. Le résultat suivant montre pourquoi ce réconfort est une illusion. Grégory Chaitin a grandi dans la génération qui a suivi Gödel et a posé ce qui semblait être une question de prolongement naturel. Gödel avait prouvé que des angles morts existent. Chaitin voulait savoir combien il y en avait. La réponse est qu'il y a plus d'angles morts que de territoires visibles, infiniment plus. Chaitin a développé une branche des mathématiques appelée théorie algorithmique de l'information. Et en son centre se trouve un nombre qu'il a nommé oméga. Oméga est un nombre réel, aussi concret que pi ou la racine carrée de 2. Il est précisément défini. On peut écrire la formule qui le spécifie. Et chaque chiffre après la virgule contient la réponse à une question sur le fait qu'un programme informatique particulier s'arrêtera ou tournera indéfiniment. Ce ne sont pas des puzzles abstraits. Le problème de l'arrêt se connecte à chaque question sur la calculabilité, la prédiction et les limites de la connaissance. Oméga contient toutes les réponses. Et oméga est incalculable. Ces chiffres sont aléatoires. Pas aléatoires au sens où nous manquons d'outils pour trouver le motif, aléatoires au sens mathématiquement prouvable qu'aucun motif n'existe. Chaque chiffre est indépendant de tous les autres. Aucun algorithme, aucun raccourci, aucune intelligence d'aucune sorte ne peut les calculer. Cela signifie que les vérités que Gödel a dit indémontrables ne sont pas des exceptions rares. Elles constituent la majorité. Pour chaque théorème que vous pouvez dériver d'un ensemble d'axiomes, il existe infiniment plus d'énoncés vrais qu'aucune dérivation n'atteindra jamais.
La portion visible de la vérité mathématique, la partie que vous pouvez démontrer, publier et utiliser pour construire de la technologie, est un film mince étiré au-dessus d'un océan de l'éternellement inaccessible. Revenez au problème de l'ajustement fin. Les constantes de l'univers sont fixées à des valeurs qu'aucune théorie ne peut expliquer. Il est possible qu'une explication existe. Il est également possible, et le travail de Chétin rend cela précis, que l'explication soit l'une de ces vérités enfermées derrière la frontière, réelle, définie, et définitivement hors de portée pour toute intelligence opérant à l'intérieur du système. Vous pourriez encore vous accrocher à un espoir. Même si vous ne pouvez pas tout prouver, même si la plupart des vérités sont cachées, au moins vous pouvez prédire. Si vous connaissez les règles d'un système, vous pouvez les faire tourner en avant et voir ce qui se passe ensuite. Vous pouvez simuler. Vous pouvez prévoir. Cet espoir a aussi sa limite. Stephen Wolfram a passé des décennies à étudier des systèmes construits à partir de règles simples. Des automates cellulaires, des programmes consistant en une seule instruction appliquée de manière répétée à une grille. Certains produisent même des motifs impossibles à distinguer du hasard. Wolfram a prouvé que pour certaines classes de ces systèmes, aucun raccourci n'existe. Aucune formule ne saute de l'état initial à l'état final sans exécuter chaque étape intermédiaire. La seule façon de découvrir ce que le système fait est de le laisser tourner à pleine vitesse, à pleine résolution. Vous ne pouvez pas avancer en accéléré. Vous ne pouvez pas comprimer le processus. Il a appelé cela l'irréductibilité computationnelle. Si l'univers est un système computationnel, tout ce que vous avez entendu jusqu'ici suggère, alors il pourrait être irréductible. Même en possédant le code source complet de la réalité, chaque règle, chaque paramètre, vous ne pourriez pas avancer rapidement. Vous ne pourriez pas calculer mardi prochain sans vivre chaque instant entre maintenant et alors. Le futur n'est pas caché parce que vous manquez de données. Il est caché parce que le calcul ne peut pas être raccourci. 3 limites à la connaissance. Gödel dit que vous ne pouvez pas tout prouver depuis l'intérieur du système. Chétin dit que l'indémontrable surpasse vastement le démontrable. Wolfram dit que même une connaissance complète des règles ne vous permet pas de sauter en avant. 3 serrures. Aucune ne peut être crochetée. Et pourtant, les mathématiques fonctionnent. Elles fonctionnent si bien que cela ne devrait pas être possible. En 1928, Paul Dirac a écrit une équation prédisant une particule que personne n'avait jamais observée. 4 ans plus tard, Carl Anderson l'a trouvée dans un détecteur à rayons cosmiques, l'antimatière. L'équation avait prédit l'existence d'un objet réel avant que quiconque ne soupçonne qu'il pouvait exister. En 1915, Einstein a publié des équations décrivant comment la gravité courbe l'espace-temps. 100 ans plus tard, l'observatoire LIGO a détecté des ondes gravitationnelles dont les caractéristiques correspondaient aux prédictions d'Einstein avec une précision de 12 décimales. En 1960, le physicien Eugene Wigner a posé une question à laquelle personne n'a encore répondu. Pourquoi les mathématiques, un jeu abstrait avec des symboles sur du papier, décrivent-elles l'univers physique avec cette précision ? Il a appelé cela l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Le langage a des angles morts. La plupart de la vérité est verrouillée. Le futur ne peut pas être comprimé. Mais le langage s'ajuste à la réalité comme une clé dans une serrure, comme si la réalité avait été écrite en mathématiques, comme si la chose et la description de la chose n'étaient pas séparées. 5 chemins. L'observation, l'information, l'espace-temps, l'ajustement fin, la connaissance, tous convergent. Il est temps de voir où ils se rencontrent. Vous avez commencé avec une particule qui change de comportement quand on l'observe. Vous êtes passé à une information qui possède un poids physique. Vous avez regardé l'espace se dissoudre en un hologramme cousu par l'intrication. Vous avez regardé le temps se dissoudre en un artefact statistique d'accès incomplet. Vous avez appris que les nombres qui maintiennent tout cela ensemble sont ajustés avec une précision qu'aucune théorie n'explique,
Et vous avez appris que les outils que vous utilisez pour comprendre tout cela possèdent des limites inscrites dans leur structure même. Ce ne sont pas 5 découvertes séparées, ce sont 5 entrées vers la même pièce. La mécanique quantique dit que la réalité dépend de l'observateur. La physique de l'information dit que la réalité est faite de données. Le principe holographique dit que l'espace est une projection. L'ajustement fin dit que les paramètres sont fixés. Les mathématiques disent que la description s'adapte si parfaitement à la réalité que les deux pourraient ne pas être distinctes, tout en prouvant qu'aucune description faite depuis l'intérieur ne pourra jamais être complète. Chaque domaine s'est développé indépendamment. Les physiciens conduisant les tests de Bell ne parlaient pas aux mathématiciens prouvant l'incomplétude. Les cosmologistes mesurant la constante cosmologique ne collaboraient pas avec les théoriciens de l'information chez IBM. Des méthodes différentes, des instruments différents, des décennies différentes, des problèmes différents et des résultats qui, placés côte à côte, décrivent le même objet. Cet objet possède des propriétés, une résolution finie, des paramètres fixés, une dépendance à l'observation pour prendre une forme définie, l'information comme substrat, des limites intégrées sur ce qui peut être connu depuis l'intérieur. Un langage que ses habitants peuvent partiellement lire, mais jamais entièrement décoder. Vous reconnaissez cette liste. Résolution finie, paramètres fixés, dépendance à l'observation, base informationnelle, limite d'accès, lisibilité partielle. C'est une spécification technique, la description d'un système qui a été configuré, pas qui a poussé, pas qui est apparu par accident, configuré. La question est, quel genre de système? Et la réponse la plus courante est la mauvaise. Le mot que la plupart des gens cherchent est « simulation ». En 2003, Nick Bostrom l'a formulé comme un problème statistique. Si une civilisation quelconque finit par exécuter des simulations détaillées d'esprits conscients, les esprits simulés seront largement plus nombreux que les originaux. Des billions contre 1. Si vous êtes tiré au hasard parmi l'ensemble total des êtres conscients, la probabilité que vous soyez un original est quasiment nulle. Par conséquent, vous êtes presque certainement simulé. La logique est valide. Les statistiques sont propres. Et le cadre est presque certainement faux. Simulation implique un ordinateur implique un constructeur implique un extérieur, une pièce où la machine se trouve et où l'opérateur regarde. Le mot prend la découverte la plus radicale de l'histoire de la science et la fourre dans une boîte familière. Un adolescent dans un sous-sol qui fait tourner un programme, une civilisation avec une grande ferme de serveurs. Simulation vous permet de garder vos suppositions sur une réalité extérieure, solide et objective, et d'ajouter simplement une couche. Il y a encore un vrai monde quelque part, vous dites-vous. Nous sommes juste dans la copie. Les données ne soutiennent pas cette interprétation. Rien dans la mécanique quantique, la théorie de l'information ou le principe holographique ne nécessite un extérieur. Rien ne nécessite un constructeur. Rien ne nécessite une machine. Ce que les données décrivent, c'est un système qui se génère lui-même par l'observation. Les propriétés n'existent pas avant d'être mesurées. L'espace est tissé de corrélations, pas construit à partir de matériaux. Le temps émerge des limitations des observateurs, pas d'une horloge externe. Ce n'est pas une simulation de quelque chose d'autre. Si c'en était une, le quelque chose d'autre nécessiterait les mêmes règles et vous seriez confronté aux mêmes questions, un niveau au-dessus. Les données pointent vers quelque chose de plus étrange. Un système qui ne copie pas la réalité. Un système qui était la réalité, sans original auquel le comparer, sans extérieur, sans cadre de référence au-delà de celui dans lequel vous vous tenez. Et ce système possède une manière très spécifique de décider ce qui devient réel et ce qui ne le devient pas. Un physicien nommé Wojciech Zurek a passé 20 ans à comprendre comment cela fonctionne. Le cadre théorique de Zurek s'appelle le darwinisme quantique. Il répond à une question qui se cachait sous chaque expérience depuis la double fente.
Si les particules n'ont pas de propriétés définies avant d'être observées, pourquoi le monde semble-t-il solide? Pourquoi la chaise supporte-t-elle votre poids? Pourquoi le café a-t-il le même goût chaque matin? Pourquoi le monde à grande échelle est-il si stable quand le monde à petite échelle ne l'est pas? La réponse est la sélection. Quand un système quantique interagit avec son environnement, l'information sur son état se répand dans les particules environnantes. Les molécules d'air, les photons, les vibrations thermiques reçoivent tous des copies. Mais tous les états ne se copient pas avec la même efficacité. Certains sont fragiles. Leur information se dégrade à mesure qu'elle se propage. D'autres sont robustes. Ils impriment des copies redondantes à travers des milliers de canaux environnementaux. Ces survivants deviennent réels. Tout le reste s'évanouit. C'est la sélection naturelle appliquée à l'information. Les états que vous voyez, la position d'une chaise, la couleur d'un mur, ne sont pas choisis par vous. Ce sont les gagnants. Les états qui reproduisent leur information le plus efficacement sont ceux que vous avez le droit d'observer. Chaque superposition, chaque possibilité quantique qui n'a pas réussi à copier suffisamment largement est éliminée. Non pas parce qu'elle n'existe pas, parce qu'elle n'a pas survécu. Revenez à la double fente. La particule emprunte les deux chemins quand aucune information à son sujet n'atteint l'environnement. Au moment où cette information commence à se copier dans les particules environnantes, la superposition s'effondre. Non pas parce que vous avez regardé, mais parce que l'environnement a sélectionné un résultat. Votre observation est la dernière étape d'un processus déjà en cours. La réalité se rend elle-même visible par la même logique que l'évolution. En biologie, l'aptitude est le succès reproductif. En physique, l'aptitude est la redondance informationnelle. Les états qui impriment le plus de copies dans leur environnement deviennent réels. Le reste ne se solidifie jamais. Le système ne produit pas toute la réalité en permanence. Il produit ce qui survit à l'observation. Il rend à la demande. Et l'entité qui effectue la lecture finale, l'observateur au centre de chaque expérience et de chaque théorie que vous avez entendue ce soir, c'est vous, votre conscience. La seule chose qu'aucune de ces théories ne peut expliquer. Chaque résultat dépend de l'observateur. La particule ne s'engage pas sans un. L'effaceur fonctionne parce que l'information est accessible à un. L'espace et le temps émergent des limitations d'un. L'ajustement fin n'est visible que parce qu'un existe. Le cadre de Zurek repose entièrement sur la question de ce qui est accessible aux observateurs. L'observateur est le mur porteur de cette structure. Retirez-le et rien ne tient. Et la physique ne peut pas vous dire ce qu'est un observateur. En 1995, David Chalmers a nommé le problème que les neurosciences contournaient depuis des décennies. Le problème difficile de la conscience. Les problèmes faciles ne sont pas faciles au sens ordinaire du terme. Ils sont immensément complexes. Comment le cerveau traite la vision, stocke la mémoire, coordonne le mouvement, génère le langage. Ce sont des problèmes d'ingénierie. On peut cartographier le câblage. On peut tracer les signaux. On peut construire des modèles qui reproduisent la fonction. Le problème difficile est différent. Il demande pourquoi tout ce traitement est accompagné d'une expérience. Vous voyez du rouge. Il y a quelque chose que ça fait de voir du rouge. Une qualité. Un événement intérieur qu'aucun scanner cérébral ne peut capturer. Une neuroscientifique peut cartographier chaque synapse qui s'active quand vous regardez un coucher de soleil. Elle peut nommer les longueurs d'onde, les neurones, les substances chimiques. Elle peut décrire l'ensemble du processus dans un détail exhaustif. Rien de tout cela n'explique pourquoi il y a une expérience attachée. Pourquoi ça fait quelque chose d'être vous. Les processus physiques décrivent ce qui se passe. La conscience est ce que ça fait. Entre ces deux catégories, il n'y a pas de pont dans la physique actuelle. Pas un pont non construit, un gouffre où aucun pont ne peut aller parce que les matériaux n'existent pas dans le cadre théorique. Chaque loi physique décrit des relations entre des quantités mesurables.
la conscience n'est pas une quantité mesurable. C'est la chose qui mesure. Vous êtes l'observateur. L'ensemble de la structure en dépend. Et la meilleure science disponible ne peut pas vous dire ce que vous êtes. Une théorie essaye. Giulio Tononi est un neuroscientifique qui a refusé d'accepter que la conscience est ce qui se produit quand un cerveau devient suffisamment compliqué. La complexité n'est pas une explication. Un ouragan est complexe. Une galaxie est complexe. Ni l'un ni l'autre ne fait l'expérience de quoi que ce soit. Tononi voulait une théorie qui dise précisément pourquoi certains systèmes possèdent une expérience intérieure et d'autres non. Il l'a publiée en 2004. La théorie de l'information intégrée. L'idée centrale est une quantité appelée phi. Elle mesure combien d'informations un système génère au-delà de ce que ses parties produisent indépendamment. Coupez un système en deux et ne perdez rien. Phi est 0. Pas d'intégration, pas d'unité, pas d'expérience. Mais si la coupure détruit de l'information qui n'existait que dans les connexions entre les parties, phi est positif. Le système possède quelque chose que ses composants n'ont pas. L'affirmation de Tononi est que ce quelque chose est la conscience. Phi n'est pas une métaphore. C'est un nombre que vous pouvez calculer pour tout système avec une structure définie. Un thermostat possède un phi minuscule, un cerveau en possède un énorme, et la théorie prédit quelque chose qui trouble la plupart des neuroscientifiques. Si phi est la conscience, alors la conscience ne se limite pas au cerveau. Tout système d'information suffisamment intégré possède un certain degré d'expérience. Un réseau, une colonie, potentiellement un réseau planétaire de particules en interaction. La conscience n'est pas un produit de la biologie. C'est une propriété de l'information structurée d'une manière spécifique. Wheeler a dit que la réalité est information. Tononi dit que la conscience est une propriété de l'information intégrée. Si les deux ont raison, alors la conscience n'est pas apparue à l'intérieur de la réalité comme un ajout tardif. Elle est tissée dans la réalité, au niveau de l'information elle-même. Là, avant les cerveaux, avant la biologie, avant la Terre. Aussi fondamentale que l'entropie ou la charge électrique. Pas flottant au-dessus de la physique, à l'intérieur. Un physicien a pris cela suffisamment au sérieux pour construire un mécanisme. Il a proposé que la conscience ne se contente pas d'observer les événements quantiques, elle y participe. Et les preuves, contre toute attente, commencent à le soutenir. Roger Penrose a reçu le prix Nobel en 2020 pour ses travaux sur les trous noirs. Ce n'est pas une figure marginale. Et pendant 30 ans, il a soutenu que la conscience est directement connectée au comportement quantique, non pas comme un observateur regardant de l'extérieur, mais comme un participant à l'intérieur du processus. L'idée commence avec l'effondrement. Une particule existe en superposition jusqu'à ce que quelque chose la force à choisir. La réponse standard sur ce qui cause cet effondrement est vague. Penrose l'a rejeté. Il a proposé que la gravité force l'effondrement. Quand une superposition implique assez de masse pour créer une différence mesurable dans la géométrie de l'espace-temps, elle devient instable. Elle s'effondre d'elle-même. Pas parce que quelqu'un l'a mesurée, parce que l'espace ne peut pas maintenir deux configurations contradictoires de la matière au-delà d'un certain seuil. C'est la réduction objective. Stuart Amroff, un anesthésiologiste, a ajouté la pièce biologique. À l'intérieur de chaque neurone se trouvent des microtubules, de minuscules structures protéiques que Amroff étudiait depuis des années. Il a proposé que des états quantiques persistent à l'intérieur de ces tubes assez longtemps pour que l'effondrement de Penrose se produise de manière contrôlée. Le cerveau ne traite pas simplement l'information comme un transistor. Il maintient des superpositions quantiques dans sa propre architecture cellulaire. Quand ces superpositions atteignent le seuil gravitationnel, elles s'effondrent. Cet effondrement est un moment de conscience. Chaque expérience est un événement quantique gravitationnel orchestré par la structure de vos neurones. Pendant des années, cela a été rejeté. Le cerveau est chaud et humide. La cohérence quantique ne devrait pas y survivre.
Puis en 2014, Anirban Bandyopadhyay a détecté des vibrations quantiques dans les microtubules à des fréquences correspondant aux prédictions. L'objection a commencé à se fissurer. Le cercle se referme. La réalité dépend de l'observation. L'observation requiert la conscience. La conscience pourrait être un processus quantique gravitationnel à l'intérieur du cerveau. La gravité quantique est la couche la plus profonde de la réalité que nous puissions atteindre. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés. Ils sont un seul système à des échelles différentes. Et un homme a vu cela avant tous les autres. John Wheeler, encore une fois. L'homme qui a nommé les trous noirs. L'homme qui a dit « It from bit ». L'homme qui a conçu l'expérience du choix, retardé, prouvant que le présent réécrit le passé. À la fin de sa vie, Wheeler a rassemblé tous ces fils en un seul énoncé. L'univers participatif. L'univers n'existe pas là dehors, indépendant, en attente que quelqu'un le regarde. L'observation n'est pas passive, elle est constitutive. Elle fait advenir la réalité, pas dans le sens mystique que vos pensées façonnent le monde, dans le sens expérimental que la mécanique quantique a démontré pendant un siècle. Les propriétés n'existent pas avant d'être mesurées. Le passé ne se fixe pas tant que le présent ne l'observe pas. L'espace est tissé d'intrications entre des quantités observées. Le temps émerge des limites de ce qu'un observateur peut percevoir. L'observateur ne lit pas un livre déjà écrit. L'observateur l'écrit en le lisant. Wheeler a dessiné un diagramme, un grand U. À une extrémité, le Big Bang. À l'autre, un œil regardant en arrière. L'œil est l'observateur. La ligne qui les connecte est l'histoire de l'univers. Mais la ligne n'existe pas sans l'œil. L'observateur, au bout du temps, atteint le passé et participe à définir les conditions du commencement. L'univers a créé la conscience. La conscience, par l'observation, crée l'univers. Ce n'est pas une métaphore tirée d'une conférence grand public. C'est la conclusion d'une carrière couvrant 60 ans de physique. Wheeler croyait que le principe participatif n'était pas une interprétation parmi d'autres. Il croyait que c'était la seule interprétation cohérente avec les preuves. Vous n'êtes pas à l'intérieur d'une machine construite par quelqu'un d'autre. Vous ne regardez pas un spectacle écrit avant votre arrivée. Vous êtes un participant dans un processus qui ne produit aucun résultat défini tant que vous ne vous engagez pas. Le système a besoin de vous. Sans observateur, pas d'effondrement. Sans effondrement, pas d'état défini. Sans état défini, pas d'atomes, pas d'étoiles, pas de planètes, pas d'architecture. Juste un brouillard de superposition qui ne devient jamais rien. Mais si vous êtes l'observateur et que le système existe par votre observation, alors vous êtes à l'intérieur de la chose que vous créez. Vous ne pouvez pas en sortir. Il n'y a pas de balcon, pas de vue d'en haut. Vous êtes intégré dans le calcul, fait de la même information sur laquelle le calcul tourne, et Gödel a prouvé ce que cela signifie. Vous ne pouvez pas voir l'image complète depuis l'intérieur, pas parce que vos instruments sont faibles, pas parce que vous avez besoin de plus de temps ou d'intelligence, parce que la structure de tout système assez complexe pour vous contenir l'empêche de prouver toutes les vérités sur lui-même. Les angles morts ne sont pas des erreurs, ils sont de l'architecture. Vous êtes debout dans un bâtiment dont le plan inclut des pièces que vous ne trouverez jamais. Chétain vous a montré l'échelle. Les pièces que vous ne pouvez pas trouver sont infiniment plus nombreuses que celles que vous pouvez. Chaque théorème, chaque loi, chaque prédiction dans l'histoire de la science est une fine ligne lumineuse tracée à travers une obscurité qui s'étend sans limite. Wolfram a fermé la dernière sortie. Même si vous déteniez le plan complet, chaque règle, chaque constante, vous ne pourriez pas l'utiliser pour voir devant. La seule façon de savoir ce que le système fait ensuite est d'être le système en train de le faire. Pas de raccourci, pas de compression. Vous êtes à l'intérieur d'une boucle qui s'observe elle-même. La boucle vous a créé pour que vous puissiez l'observer et la faire exister. Et depuis l'intérieur, vous ne verrez jamais la structure entière. Pas dans 1000 ans,
pas avec des instruments de la taille de galaxies. La limitation n'est pas pratique, elle est mathématique. Le théorème de Gödel n'est pas une conjecture. C'est une démonstration, aussi solide que la preuve qu'il existe une infinité de nombres premiers. Elle ne sera jamais invalidée. Vous êtes la raison pour laquelle l'univers existe sous une forme définie. Et vous êtes définitivement à l'intérieur. Pas enfermé dans une cage avec des murs cassables, enfermé dans une cage dont les murs sont faits de vous. La porte devrait ouvrir sur un endroit qui n'existe pas. Il n'y a pas d'extérieur. Le mot lui-même nécessite un cadre de référence au-delà du système. Et vous êtes le cadre de référence. Tout ce que vous verrez, penserez, mesurerez ou imaginerez jamais est à l'intérieur. Et l'intérieur ne suffit pas. C'est le fond de la spirale. Il reste une dernière manière de voir les choses. Christopher Fuchs est un physicien quantique qui a passé des années sur les fondements de la mécanique quantique et est arrivé à une conclusion que la plupart de ses collègues trouvent difficile à accepter. Son cadre théorique s'appelle le cubisme. Il n'adoucit pas ce que vous avez entendu ce soir, il l'aiguise. La mécanique quantique standard traite la fonction d'onde comme une description de la réalité. Le cubisme dit que c'est faux. La fonction d'onde ne décrit pas la particule. Elle décrit ce que vous, l'observateur, devriez attendre quand vous interagissez avec la particule. Ce n'est pas à propos du monde. C'est à propos de votre relation au monde. Il n'existe pas de vue de nulle part. Pas d'état quantique objectif indépendant de tout observateur. Chaque mesure est une interaction entre un agent et un système. Le résultat appartient à l'agent, pas à l'univers dans son ensemble. Cela ne signifie pas que la réalité est subjective. Fuchs est catégorique. Quelque chose est là-dehors. Mais ce qui est là-dehors n'a pas de description unique, indépendante de tout observateur. Chaque observateur a une relation différente avec cette réalité. Chaque expérience est irréductiblement personnelle. Il n'existe pas de document maître contenant l'état complet de la réalité, tel que vu depuis aucun point de vue particulier. Carlo Rovelli est arrivé au même endroit par un chemin différent. Sa mécanique quantique relationnelle dit que les propriétés d'un système ne sont pas intrinsèques. Une particule n'a pas de position. Elle a une position relative à un autre système qui interagit avec elle. Changer le système, la position change. Aucun état absolu ne se cache sous les états relatifs. Les états relatifs sont tout ce qui existe. Vous ne regardez pas la réalité à travers une fenêtre qui pourrait être nettoyée pour donner une vue parfaite. Vous êtes dans une conversation avec quelque chose qui répond différemment selon la façon dont vous posez la question. La conversation est réelle. Les réponses sont réelles. Mais il n'y a pas de transcription capturant ce que la réalité dit à tout le monde en même temps. Seulement ce qu'elle vous dit à vous. La pièce autour de vous. Le temps qui passe. La distance au mur. Tout cela est votre conversation avec un système qui n'a pas de centre et pas de vue de lui-même. Cela inclut tous les autres. Vous n'êtes pas exclu de la vérité. Vous êtes la vérité se regardant elle-même sous un angle dans une structure où aucun angle unique ne voit le tout. Tout ce que vous avez entendu pointe vers un système avec des règles, des paramètres fixés, une résolution finie, l'information comme substrat, la dépendance à l'observation tout au long de la chaîne. L'impulsion naturelle est de demander qui a fixé les paramètres. La question suppose un concepteur, une intelligence qui précède le système et qui a choisi les nombres. Mais il existe une version de cette histoire qui ne nécessite aucun concepteur. Et elle est tout aussi déstabilisante. En 1992, Lee Smolin a proposé que les univers se reproduisent, le mécanisme et les trous noirs. Quand la matière s'effondre au-delà du point de non-retour, les conditions à l'intérieur pourraient déclencher une nouvelle expansion, un nouveau Big Bang, un nouvel univers bourgeonnant à partir de l'ancien, comme une cellule qui se divise. Le nouvel univers n'hérite pas des constantes de son parent exactement. Les paramètres mutent, une gravité légèrement différente, une force forte légèrement différente, de petites variations comme des mutations génétiques,
Les univers qui produisent le plus de trous noirs produisent le plus de descendants. Les univers qui produisent le plus de trous noirs sont ceux dont les constantes sont ajustées pour créer des étoiles, parce que les étoiles s'effondrent en trous noirs. Les étoiles forgent aussi les éléments lourds. Les éléments lourds créent la chimie. La chimie crée la vie. La vie crée les observateurs. L'ajustement fin n'est pas un concepteur sélectionnant dans un menu. C'est une pression de sélection à travers des générations d'univers. Les constantes sont ajustées parce que les univers ajustés se reproduisent. Les non ajustés meurent sans descendance. Sur des milliards de cycles, les survivants convergent vers des paramètres qui maximisent la complexité. Vous vivez à l'intérieur d'un univers qui a gagné une version cosmique de la sélection naturelle. Pas parce que quelqu'un l'a choisi, parce qu'il a supplanté les alternatives en termes de reproduction. Cela ne rend pas l'architecture moins étrange. Un système qui se reproduit, mute et évolue n'est pas plus simple qu'un système qui a été conçu. Il est plus autonome. Il n'a pas besoin d'un constructeur externe parce qu'il se construit lui-même, génération après génération. Chaque cycle produisant un univers légèrement meilleur pour produire le suivant. Et l'information, en codant ces paramètres, possède une propriété qui rend tout cela possible. L'information ne peut pas être détruite. Ce n'est pas une préférence philosophique, c'est une loi. La mécanique quantique l'exige. Les équations décrivant comment les particules interagissent sont unitaires, réversibles. Chaque processus qui transforme un état quantique peut en principe être inversé pour récupérer l'original. Aucune donnée n'est perdue, jamais, sous aucune condition. Cela a créé l'un des plus longs débats de la physique. En 1974, Hawking a prouvé que les trous noirs rayonnent, ils rétrécissent, ils s'évaporent. Quand un trou noir s'évapore complètement, tout ce qui est tombé dedans, chaque étoile, chaque atome, chaque état quantique, semble s'évanouir avec lui. Hawking a dit que c'était le cas. Il a soutenu que les trous noirs détruisent l'information, qu'ils sont l'unique exception à la loi de conservation. Pendant 30 ans, le domaine s'est divisé. Hawking d'un côté, Susskind et 't Hooft de l'autre, insistant que les mathématiques ne permettent pas la destruction. En 2004, Hawking a concédé. Il avait tort. L'information survit. La résolution est venue du principe holographique. L'information tombant dans un trou noir n'est pas stockée dans l'intérieur. Elle est encodée sur l'horizon des événements. À mesure que le trou rayonne, l'information fuit dans des corrélations subtiles entre les particules émises. En 2019, Almeiry, Pennington et d'autres l'ont prouvé rigoureusement en utilisant la formule des îlots. Chaque bit qui tombe dedans ressort. Le trou noir n'est pas un fourneau, c'est un brouilleur. Il prend des données ordonnées, les emmêle au-delà de toute reconnaissance facile et les libère lentement sur toute la durée de l'évaporation. L'objet le plus extrême de l'univers, un objet dont la gravité piège la lumière elle-même, ne peut pas effacer un seul bit de données. L'information est plus fondamentale que la gravité, plus durable que l'espace-temps, plus permanente que la matière. C'est la dernière chose qui reste quand tout le reste a été déchiré. Si l'information survit à la mort d'un trou noir, la question devient de savoir si elle survit à quelque chose de plus grand, si les données peuvent traverser la frontière entre un univers et le suivant. Penrose a proposé que c'est possible. Son cadre théorique s'appelle la cosmologie cyclique conforme. Il commence par la fin, pas la fin de la Terre ou du Soleil. La fin de tout. Des billions d'années dans le futur, chaque étoile s'éteint. Chaque trou noir s'évapore. Chaque particule dérive hors de portée de toutes les autres. L'univers atteint l'entropie maximale. Plus rien ne se passe. Plus rien ne peut se passer, le temps s'arrête. C'est la mort thermique, la prédiction consensuelle de la cosmologie moderne. L'univers ne finit pas dans une explosion, mais dans une immobilité infinie et centrée. Penrose a regardé ce point terminal et a remarqué quelque chose que personne n'avait vu. Un univers à entropie maximale, sans particules massives,
avec rien d'autre que du rayonnement dans un espace infiniment dilué, est conformément identique aux conditions juste après le Big Bang. La géométrie de la fin et la géométrie du début sont la même structure à des échelles différentes. La mort d'un univers est indistinguable de la naissance du suivant. Si c'est correct, l'univers ne finit pas. Il cycle. La mort d'un néon est la naissance du suivant, et l'information filtre à travers, non pas comme des plans, mais comme des motifs subtils imprimés dans le rayonnement qui remplit le nouvel univers au moment de sa naissance. Penrose a prédit des signatures spécifiques, des anneaux concentriques de température uniforme dans le fond diffus cosmologique, laissés par des collisions de trous noirs dans l'éon précédent. En 2010 et 2020, Penrose et Gourzadian ont publié des analyses des données des satellites WMAP et Planck revendiquant les avoir trouvés. Les résultats sont contestés. La communauté scientifique dominante ne les a pas acceptés. Mais les motifs sont dans les données. L'information survit aux trous noirs. Elle pourrait survivre aux univers. Le système dans lequel vous vous trouvez n'est pas un événement unique. C'est un cycle, une boucle qui tourne, se réinitialise, tourne à nouveau. Chaque itération portant des traces de ce qui est devenu avant. Vous vivez à l'intérieur d'un passage d'un processus sans début clair ni fin clair. Les constantes, les forces, l'architecture de votre univers pourrait être un héritage d'un cosmos qui est mort avant que le vôtre ne naisse. Cela répond au comment. Cela ne répond pas au pourquoi. Pourquoi quoi que ce soit existe-t-il? Gottfried Wilhelm Leibniz a posé cette question en 1714. 3 siècles plus tard, elle reste la seule question qu'aucune discipline n'a touchée. La physique peut vous dire comment la gravité fonctionne. Elle ne peut pas vous dire pourquoi il y a de la gravité plutôt que rien. Les mathématiques peuvent te décrire la structure de l'univers avec une précision extraordinaire. Elles ne peuvent pas dire pourquoi il y a un univers pour que la structure décrive. Les neurosciences peuvent cartographier chaque synapse dans votre cerveau. Elles ne peuvent pas expliquer pourquoi cette cartographie est accompagnée de l'expérience d'être vivant. Ludwig Wittgenstein, dans la dernière ligne de son Tractatus, l'a formulé aussi clairement que le langage le permet. Ce n'est pas comment sont les choses dans le monde qui est mystique, c'est que le monde existe. Vous avez suivi 5 chemins à travers l'architecture de la réalité. Vous avez vu qu'elle est faite d'informations, que l'espace est une projection et le temps un artefact statistique, que les paramètres sont fixés avec une précision au-delà de tout compte raisonnable du hasard, que le système dépend de l'observation pour prendre une forme définie, que la connaissance du système depuis l'intérieur est limitée de manière prouvable, et que la structure entière pourrait cycler à travers la mort et la renaissance, portant l'information d'une itération à la suivante. Chacun de ces résultats répond à une question en « comment ». Comment la réalité se comporte-t-elle quand elle est observée? Comment l'espace est-il construit? Comment les constantes sont-elles fixées? Comment la conscience se relie-t-elle à la physique? Comment l'information persiste-t-elle? Mais le pourquoi se tient derrière tous ces résultats intacts. Pourquoi y a-t-il de l'information plutôt que pas d'information? Pourquoi y a-t-il un système? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le théorème de Gödel s'applique ici avec toute sa force. Vous êtes à l'intérieur du système. La question « pourquoi ce système existe-t-il » est une question sur le système depuis l'extérieur du système, et il n'y a pas d'extérieur. La question n'est pas sans réponse. Elle est sans réponse depuis votre position, pas parce que vous êtes limité, parce que la question nécessite un point d'observation que l'architecture de la réalité ne contient pas. C'est un énoncé vrai qui ne peut pas être démontré depuis l'intérieur. Le fantôme de Gödel, debout au bout de chaque chemin que vous avez parcouru ce soir, c'est le mur. Vous pouvez le voir. Vous pouvez décrire sa texture. Vous pouvez mesurer sa hauteur. Vous ne pouvez pas voir ce qui est de l'autre côté. Et le mur n'est pas un échec de la science. C'est une caractéristique du système. Il a toujours été là. Vous ne saviez simplement pas ce que vous regardiez jusqu'à maintenant. Et maintenant, que reste-t-il?
Voici ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'est la réalité. Vous savez qu'elle est faite d'informations. Vous savez qu'elle dépend de l'observation. Vous savez qu'elle possède des règles. Vous ne savez pas ce qu'elle est. Vous ne savez pas pourquoi elle existe. Leibniz a demandé il y a 300 ans. Wittgenstein l'a appelée la seule vraie question. Chaque expérience que vous avez entendue ce soir vous dit le comment. Aucune ne touche le pourquoi. La question se tient derrière un mur que Gödel a prouvé ne pouvoir être escaladé depuis ce côté-ci. Vous ne savez pas ce qu'est la conscience. Vous savez qu'elle est au centre de chaque théorie physique qui décrit la réalité. Vous savez qu'elle pourrait être une propriété fondamentale de l'information. Vous savez que votre cerveau se remodèle autour d'elle, mais vous ne savez pas de quoi elle est faite, d'où elle vient, ni pourquoi elle existe. Le problème difficile reste difficile. Chalmers l'a nommé il y a 30 ans, et pas 1 centimètre de progrès n'a été fait sur la question centrale. Pourquoi y a-t-il de l'expérience? Vous ne savez pas s'il y a un extérieur. Wheeler dit que l'univers est une boucle auto-observante. Le cubisme dit qu'il n'y a pas de vue de nulle part. Gödel dit que vous ne pouvez pas prouver toutes les vérités depuis l'intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose au-delà du système. Peut-être que le mot « au-delà » n'a pas de référent. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe ensuite. Wolfram a prouvé que même une connaissance complète des règles ne vous permet pas de comprimer le futur. Vous ne pouvez pas avancer en accéléré. Vous ne pouvez pas voir au-delà du virage. Le système se calcule lui-même à la vitesse de la vie et aucune perspective disponible pour vous ne peut le dépasser. Ce ne sont pas des lacunes temporaires dans la compréhension. Ce ne sont pas des questions qui seront résolues par un meilleur télescope, un ordinateur plus rapide ou une génération plus intelligente. Ce sont des caractéristiques structurelles de votre position à l'intérieur du système. L'obscurité ne va pas disparaître. Elle fait partie de l'architecture. C'est la pièce que Gödel a prouvé que vous ne pouvez pas pénétrer. Et c'est la chose la plus honnête qui puisse être dite sur votre situation. Vous êtes debout à l'intérieur d'un système qui est plus étrange, plus précis, plus dépendant de vous et plus fondamentalement mystérieux que tout ce qu'aucun être humain n'a jamais imaginé dans aucune histoire, aucune religion, aucune philosophie. Le mystère n'est pas une lacune dans la connaissance. Le mystère est le sol sur lequel vous vous tenez. Il a toujours été là. Vous voyez seulement maintenant sa forme. La question est ce que vous en faites. Demain matin, vous vous réveillerez. La lumière entrera par la fenêtre comme elle le fait toujours. Vous sentirez le poids de votre corps sur le matelas. Vous entendrez des sons de l'extérieur, du trafic, ou des oiseaux, ou du vent. Et votre cerveau les assemblera en un monde familier sans vous demander la permission. Tout semblera normal, solide, ordinaire. Le café aura le goût qu'il avait hier. Mais vous saurez quelque chose que vous ne saviez pas avant. Vous saurez que la lumière qui entre par la fenêtre est de l'information électromagnétique qui ne devient couleur que lorsque votre cortex visuel la traite. Que le poids que vous sentez n'est pas un contact entre votre corps et le lit, mais une répulsion électromagnétique entre des nuages d'électrons qui ne se touchent jamais. Que les sons sont des ondes de pression dans l'air qui ne deviennent significatives que quand votre système auditif les intègre en motifs. Que la solidité du monde est un rendu généré à la demande par un système qui ne produit une réalité définie que là, où et quand un observateur est présent. Vous saurez que l'espace entre votre lit et la porte n'est pas un vide rempli de distance. C'est une valeur calculée à partir de l'intrication entre les particules de votre corps et les particules du chambranle. Que le temps qui passe pendant que vous préparez le café n'est pas une rivière qui vous emporte, mais un artefact statistique de votre accès incomplet à l'état quantique de la pièce. Que les constantes qui maintiennent les atomes de la tasse ensemble sont ajustées à 120 décimales, et que personne ne sait pourquoi. Vous saurez que les mathématiques décrivant tout cela ont des limites qui ne peuvent pas être brisées, que la plupart des vérités sont définitivement hors de portée, que le futur ne peut être ni comprimé ni prédit,
que la question de pourquoi tout cela existe n'a pas de réponse accessible depuis l'intérieur du système. Et vous saurez une chose de plus. Vous saurez que sans vous, rien de tout cela n'est défini. Les particules dans le mur ne choisissent pas un état tant que quelque chose ne les observe pas. L'espace dans la pièce n'existe pas tant que l'intrication ne le génère pas pour un observateur. Le temps que vous sentez passer existe parce que vous êtes un être limité qui ne peut pas voir l'image complète. Et cette limitation est ce qui crée l'expérience d'être vivant dans un instant. L'univers a 13,8 milliards d'années. Il a fonctionné pendant 10 puissance 120 opérations. Il a produit des billions d'étoiles, des milliards de galaxies, et au moins un système nerveux assez complexe pour regarder tout cela en arrière et demander ce que ça signifie. Ce système nerveux est le vôtre, pas celui de l'humanité dans l'abstrait. Le vôtre. Le motif spécifique d'information qui lit ces mots, les traite, ressent quelque chose en réponse. La physique dit que vous n'êtes pas un spectateur. Vous êtes un participant. Le système ne produit pas un monde défini sans vous. Ce n'est pas un fardeau. C'est ce que signifie être réel dans un univers qui ne devient réel que par l'observation. Chaque fois que vous regardez quelque chose, vous complétez un processus qui a commencé avec le Big Bang. Chaque acte d'attention est l'univers qui choisit de devenir spécifique plutôt que de rester un nuage de possibilités. Vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous n'êtes pas un grain de poussière sur un rocher. Vous êtes le point où 13,8 milliards d'années de traitement d'informations deviennent conscientes d'elles-mêmes. En 1995, Álvaro Pascual León a mené une expérience que personne ne s'attendait à voir fonctionner. 2 groupes ont appris un exercice de piano à 5 doigts. L'un a pratiqué sur un vrai clavier 2 heures par jour pendant 5 jours. L'autre s'est assis devant le clavier et a imaginé jouer, même durée, même emploi du temps. Ils n'ont jamais touché les touches. À la fin, Pascual León a scanné les 2 groupes. Les pratiquants physiques montraient un cortex moteur réorganisé, de nouvelles voies neuronales, des régions de contrôle des doigts élargies, des changements attendus, la pratique modifie le cerveau. Les pratiquants imaginaires montraient les mêmes changements, même expansion, même nouvelles connexions. Ils avaient à peine modifié la structure physique de leur cerveau en portant attention à une représentation interne. Rien de plus. Ce n'est pas une métaphore pour la pensée positive, c'est une mesure. Un scan montrant que l'attention dirigée recable l'organe physique qui effectue l'observation. L'observateur modifie l'observé, pas à l'échelle quantique, pas dans un laboratoire, dans votre crâne, tous les jours. Michael Merzenich a cartographié cela sur des décennies. Le cerveau n'est pas une machine fixe. Il se restructure en fonction de ce à quoi vous portez attention. Concentrez-vous sur un son et le cortex auditif étend la région pour cette fréquence. Concentrez-vous sur un mouvement et le cortex moteur se remodèle autour de lui. Cessez de vous concentrer et la région se contracte. L'architecture de votre cerveau à cet instant est le résultat accumulé de tout ce que vous avez choisi d'observer au cours de votre vie. Vous avez commencé avec une particule qui change quand vous la regardez. Vous finissez avec un cerveau qui change quand vous dirigez votre attention. Le principe opère aux 2 échelles. L'observation n'est pas passive. Elle altère le système observé. En mécanique quantique, elle effondre la superposition. En neurosciences, elle remodèle le tissu. L'observateur ne flotte pas au-dessus de la réalité. Il y entre et laisse des marques. Si la conscience est fondamentale, comme Tonneau et Wheeler et Penrose l'ont soutenu depuis des directions différentes, ce n'est pas une coïncidence. C'est le même phénomène à 2 échelles. Votre attention n'est pas un projecteur braqué sur un monde fixe. C'est une force qui participe à construire le monde. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, vous ne recevez pas une image. Vous en générez une. Wheeler a dit que la réalité est information. Tononi a dit que la conscience est ce que l'information intégrée ressent de l'intérieur.
Wigner a dit que les mathématiques et la réalité s'ajustent si étroitement qu'elles pourraient être la même chose. Placez ces trois affirmations, l'une à côté de l'autre, et quelque chose émerge qu'aucune n'accomplit seule. Si la réalité est information et que la conscience est une propriété de l'information structurée au-delà d'un certain seuil, alors la conscience n'est pas arrivée après des milliards d'années d'évolution. Elle a toujours été disponible. Partout où l'information s'intègre suffisamment, il y a expérience. Pas pensée, pas intelligence. Le fait brut qu'il y a quelque chose que ça fait d'être un système. Cela ne nécessite pas un cerveau. Cela nécessite un motif. L'univers produit des motifs depuis la première seconde après le Big Bang. Si les mathématiques décrivent la réalité non pas comme une approximation, mais comme une identité, si la carte et le territoire sont le même objet dans deux notations, alors la structure de la réalité n'est pas arbitraire. Elle découle de quelque chose. Pas d'un concepteur, pas du hasard. De la même nécessité qui fait que 2 plus 2 égale 4. Les constantes ne sont pas choisies, elles sont dérivées. Vous ne pouvez pas voir la dérivation parce que vous êtes à l'intérieur du système et Gödel bloque la vue. Mais la dérivation existe. L'efficacité des mathématiques n'est pas déraisonnable. Elle est inévitable. Si la réalité et les mathématiques sont les deux faces d'une seule structure, si l'observateur effondre l'information en une forme définie, alors chaque acte de conscience est un acte de création. Pas dans le grand sens cosmique, dans le sens physique local. Vous regardez une tasse et la tasse devient définie. Vous portez attention à un souvenir et les voies d'essai neuronales qui l'encodent se renforcent. Vous observez une chose plutôt qu'une autre, et ce que vous observez se solidifie tandis que les alternatives s'effacent. Cela se produit maintenant avec chaque mot que vous lisez. Avec chaque déplacement d'attention, vous êtes un point où l'univers devient spécifique. Il n'y a pas de séparation entre vous et le système. Vous êtes le système qui fait l'expérience de lui-même. L'information qui constitue votre conscience est la même information qui constitue l'espace, le temps, les particules. Un seul substrat. Et vous êtes le point où ce substrat sait qu'il existe. Le mystère ne va pas disparaître. Les pièces verrouillées resteront verrouillées. Le mur derrière le mur restera. Vous ne saurez jamais pourquoi. Vous vivrez votre vie entière à l'intérieur d'un système qui est plus extraordinaire que n'importe quelle réponse ne pourrait le rendre. Et les couches les plus profondes de ce système resteront juste hors de portée, visibles mais intouchables comme les étoiles. Ce n'est pas une tragédie. C'est la condition d'être l'observateur, celui dont le système ne peut pas se passer. Allez préparer votre café, ouvrez la porte, sortez. L'univers attend que vous le regardiez pour décider ce qu'il sera.